C'est bon, c'est fait. C'est fait pour moi. C'est bon? Bon. C'est C'est bon. parti. Allez, c'est parti. Écoutez, bonne soirée avec Mika. Nous, on est ravis de recevoir les 10 représentants de Assessment avec Michel qui est le big boss de Assessment. Enfin, je crois, hein, Michel, je crois que c'est ça, Assessment 24/7. Rémi et Eric qui l'accompagnent, ils se présenteront. Donc, nous, on est ravis avec Mika vraiment de vous présenter et l'entreprise qui est partenaire avec nous depuis maintenant presque une année et puis cet outil que pour beaucoup, vous êtes en train, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, que vous allez découvrir ce soir, qui est un outil d'accompagnement et vraiment voilà, en ligne droite avec ce qu'on fait au niveau du coaching. Comme je ne suis pas un spécialiste, je vais laisser la main à Michel. Je pense que je vais lui laisser la primeur hein, de démarrer cette présentation. Est-ce que c'est gentil? Merci. Je me présente, je m'appelle Michel Zilberman. Je dirige un cabinet de conseil, de formation et de coaching qui s'appelle Erudia. Et cette entreprise qui a maintenant, je crois, 26 ou 27 ans d'existence, s'est spécialisée il y a quelques années dans la certification d'outils comportementaux, dont le DISC, les forces motrices, l'intelligence émotionnelle et quelques autres outils d'accompagnement. Voilà, donc notre cœur de métier sont les coachs. Nous apportons et nous essayons d'apporter, je dirais, aux coachs, aux communautés de coachs, des outils leur permettant, je dirais, euh, voilà, de se servir ou de s'appuyer de ces différentes analyses pour conduire leur mission. Et juste pour vous donner quelques chiffres, on a pour la partie francophone, hein, puisque nous sommes les représentants d'un groupe américain qui s'appelle Assessment 24/7, un éditeur américain. Et sur le marché, je dirais, francophone, aujourd'hui, on a près de 2000 certifiés et qui sont pour la plupart des coachs ou en tous les cas des entreprises de coaching. Et ça représente à peu près 45 000 à 50 000 profils vendus dans la communauté tous les ans. Voilà, donc on est aujourd'hui sur le marché français, pas au niveau international, mais sur le marché français, le premier éditeur de disques en quantité et en nombre de certifiés. Voilà, très rapidement présenté. Et puis, voilà, j'irai un petit peu plus loin tout à l'heure si vous avez des questions plus précises. Voilà, donc je suis accompagné de deux de mes acolytes, hein, Eric, qui est maître certificateur, l'homme des certifications, et Rémi aussi d'ailleurs, qui nous accompagnent et qui sont les certificateurs et qui seront vos interlocuteurs si vous avez l'envie d'aller plus loin avec nous et donc de vous certifier dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Voilà, Eric, je te laisse la parole. Ok, très bien. Donc, vous l'aurez compris, je m'occupe à la fois d'animer les certifications avec Rémi, hein, tous les deux. Et puis, il y a une troisième personne que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais qui s'appelle Stéphanie, qui également anime des certifications, et Nathalie. Donc, ça fait quatrième personne. Et puis, au-delà de ça, avec Rémi notamment, nous avons aussi un rôle de développement, c'est-à-dire qu'on travaille avec les US pour développer des outils spécifiques pour le marché européen. Voilà. Euh, Rapidement. Après, même chose, si vous avez des questions, on répondra à vos questions, Rémi comme moi. Rémi, je te laisse la parole. Merci Eric. Bon, bah, comme l'a dit Eric, donc je m'appelle Rémi. Le fond d'écran derrière, bah, c'est parce que moi je suis plutôt dans l'ouest, à côté de l'océan Atlantique, plus précisément à Pornic, ce qui ne m'empêche pas d'intervenir un peu partout et d'aller me promener à Valencia, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc certificateur, disque, force motrice et ravi d'être dans l'équipe de Michel depuis quelques années déjà. Ouais, ça fait 6 ans, hein, 6-7 ans qu'on bosse ensemble. Donc, la fidélité, ça a du bon. Et
connais le disque depuis de nombreuses années et j'ai vraiment cette envie de vous faire partager tout ce que je trouve de bien dans l'outil lors des certifications. Donc, on est vraiment pratico-pratique et bon, il y a bien sûr un apport théorique comme Eric, hein, mais aussi on va plus loin, Eric comme moi, Mhm. sur pratiquement comment ça se passe, puisqu'au-delà des certifications, au-delà de la R&D, on est aussi sur le terrain et on pratique aussi des restitutions, des accompagnements collectifs, ce qui est essentiel pour pouvoir vous accompagner et répondre pratiquement à vos questions. Voilà, je te repasse la main, Eric, pour Yes. débuter cette formation. Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est d'aborder tout de suite la première question qui, à mon avis, doit brûler toutes les lèvres. En fait, ça va me servir à quoi, moi, en tant que coach, d'utiliser cet outil, de me certifier finalement. Et en fait, ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça peut apporter de plus à mon activité dans l'accompagnement soit d'individus, soit de collectifs. Euh, et je pense qu'une fois qu'on aura traité ça, après, on va rentrer dans des questions-réponses. Hmm. Donc, n'hésitez pas à mettre les questions sur le chat. Et puis, je laisserai donc Alexandre, justement, gérer le chat et également Rémi, voilà, pour Ouais. que voilà, on puisse avoir une interaction. Euh, donc, je vais juste être très bref et très rapide sur quel est cet outil, en quoi ça m'est utile en tant que coach. Alors, cet outil, il traite en fait essentiellement de relations interpersonnelles et de relations d'un individu à son environnement. Donc, ça veut dire que c'est un outil qui est très utile dès lors que vous faites de l'accompagnement de talent, dès lors que vous faites du coaching, dès lors que vous faites également un team building, d'accord, et que vous travaillez autour de la notion de mieux se connaître pour mieux interagir. Par contre, pour ceux qui font du recrutement, attention, ce n'est pas un outil pour faire de la sélection de candidats. Parce qu'on n'évalue pas des compétences, on évalue des préférences comportementales. Et mes préférences comportementales ne vont pas présager finalement mon efficacité dans un job, dans un poste. Euh, donc, ce n'est pas un outil pour faire de la sélection de candidats. Par contre, on a beaucoup de cabinets de chasse et de recrutement qui l'utilisent pour cette fois-ci plutôt mieux préparer les entretiens et mieux cibler, mieux cerner qui est le candidat qui est en face de vous. Et également pour travailler sur ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire favoriser l'intégration du candidat et faire en sorte que 3 mois plus tard, il ne donne pas sa démission. Parce que bien entendu, forcément, ça a un coût recruter et forcément se retrouver à refaire le recrutement 3 mois plus tard, c'est d'autant plus embêtant. Euh, et puis par ailleurs, pour les cabinets de recrutement, en règle générale, ça assure la commission qui suit, hein, puisque la plupart du temps, il y a un engagement sur le résultat, c'est-à-dire sur le fait que la personne reste et fasse l'affaire 3 mois plus tard. Donc ça, je dirais, le spectre de l'utilisation de l'outil. Au-delà de ça, en quoi ça m'est utile, moi, en tant que coach? En fait, on a tous cette problématique quand on va commencer un coaching, c'est de savoir par quel bout on va prendre la ficelle, la pelote, par quel bout on la tire. Et en fait, le disque, c'est un outil qui va nous aider ici à faire ce que j'appelle de la frappe chirurgicale. C'est-à-dire que ça va mettre en exergue certaines problématiques et du coup, on va pouvoir aller directement questionner ces problématiques, ce qui va nous permettre de faire réagir notre client et tout de suite de faire émerger des objectifs. Donc voilà, déjà, ça me sert à ça et du coup, ça me permet, en tant que coach, de pouvoir rentrer dans des missions où on est sur des coachings très opérationnels, avec une certaine sérénité sur le fait qu'on va aboutir à des vraies prises de conscience, avec des vraies mises en action sur des sujets précis. Qui plus est, alors ça c'est plus en lien avec notre spécialité, il se trouve que Assessment 24/7 est reconnu par l'ICF, non pas parce qu'on est gentil, qu'on est sympa, qu'on a une bonne gueule, mais simplement parce que on fait travailler les compétences, les 8 compétences du coach ICF dans le débriefing. Alors que vous soyez ICF ou pas, ou ENCC ou autre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, vous allez restituer en exploitant toutes vos compétences de coach. Voilà, donc c'est un outil qui va intégrer en fait
votre pratique. Et c'est un outil qui doit du coup être au service de votre pratique. C'est pas l'inverse, c'est pas vous qui allez être au service d'un outil. Euh, L'élément clé, c'est que du coup, vous allez pouvoir, sur les accompagnements, l'utiliser un peu comme un fil d'Ariane. Et au fur et à mesure, vous allez mettre en place, enfin, vous allez faire émerger des objectifs intermédiaires par rapport à l'objectif de départ décidé en tripartite. OK. Et quelquefois, ces objectifs intermédiaires sont bien plus importants pour votre coaché que les objectifs officiels de la tripartite. Euh, voilà, donc en quoi ça peut m'être utile? Ben, ça me permet de rentrer dans des programmes de coaching opérationnels séquencés sur 6, 8 ou 10 séances max avec des objectifs très précis à atteindre avec le coaché. Ça, c'est pour le premier intérêt sur cette partie du coaching. L'outil, peut-être, puisqu'on n'est pas, on fait pas que du coaching, on fait la plupart du temps également de l'accompagnement de collectif, on fait également de la formation. Donc déjà sur l'accompagnement collectif, l'intérêt, c'est que ça, même chose, ça va accélérer certaines prises de conscience sur le qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne bien ensemble et à quel moment on a des difficultés. Donc utiliser le disque en collectif, c'est pas utiliser un outil qui sera l'alpha et l'oméga, c'est utiliser un outil qui va permettre de révéler certaines choses dans le fonctionnement d'une équipe. Et par la suite, vous allez pouvoir exploiter les conclusions du disque pour faire réfléchir les gens sur une façon différente de collaborer, de coopérer, de manière à être plus efficace. Donc, c'est un outil qui sert de base derrière, de base, de fondation à un séminaire qui pourra travailler sur deux axes différents. Hein. C'est-à-dire, le premier axe, c'est mieux se connaître pour mieux coopérer. C'est celui sur lequel la plupart du temps, la plupart des coachs sont interrogés. Maintenant, il y a aussi un autre axe qui est un peu plus sioux, c'est un peu plus intéressant, c'est de faire réfléchir une équipe sur la manière dont elle répond à ces enjeux à travers ses comportements préférentiels. Et du coup, les interroger sur, à terme, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier dans nos comportements collectifs pour pouvoir être beaucoup plus en lien avec nos enjeux. Voilà, donc vous pouvez adresser en collectif deux problématiques. Pour la formation, en fait, l'intérêt, surtout quand vous commencez par justement la connaissance de soi, par exemple, si vous prenez une formation, je dirais, en management, hein, un truc assez classique, euh, si vous êtes donc dans ce genre de programme, si vous opérez dans ce genre de programme, ce qui est intéressant, c'est de commencer par la connaissance de soi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aider les individus à comprendre à quel moment ils sont à l'aise, à quel moment ils sont beaucoup moins à l'aise, qu'est-ce qui est en jeu, c'est-à-dire quelles sont les croyances qui sont derrière et qui le poussent à avoir du mal, enfin qui provoquent cette difficulté à traiter certaines situations, ou qui au contraire l'amènent à être assez agile dans certaines situations. Et une fois que cette connaissance de soi est installée, vous allez pouvoir rentrer dans les aspects beaucoup plus opérationnels, et du coup, ça va après teinter tous vos feedbacks. L'idée, c'est, par exemple, si à un moment donné, on doit travailler sur le recadrage, une action que la plupart des managers n'aiment pas beaucoup faire, si je suis conscient que j'ai une peur bleue du conflit, forcément, je comprends pourquoi j'ai du mal à rentrer dans ce genre d'action et que j'ai tendance à être très indirect, à mettre de la ouate partout, à prendre beaucoup de précautions et finalement à diluer mon message. OK? Euh, et donc, par voie de conséquence, dans votre feedback, ce que vous allez faire retransparaître, c'est justement ces éléments de mon profil disque. Hein. Et du coup, ça va me permettre de comprendre pour quelles raisons j'ai du mal dans cette situation, à quel moment je me sens à l'aise, à quel moment je me sens moins à l'aise, et du coup, en quoi, quelle est en fait finalement la façon dont je regarde cette situation et qu'est-ce que ça provoque chez moi en termes de réaction, d'accord? En termes oui, de manière d'aller gérer cet entretien. Et du coup, vous allez pouvoir me faire réfléchir sur, bah, dans cette situation où je me sens moins à l'aise, je vois tout de suite quelles limites ça me propose, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à la place? Et à partir du moment où je suis capable de vous dire j'ai envie de vivre ça à la place, vous avez fait naître chez moi un objectif et vous êtes tout à fait légitime
à m'engager sur le plan d'action. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te permettrait d'aller justement dans cette direction? Voilà. OK? Vous voyez le principe? Donc, utiliser le disque, utiliser un outil de connaissance de soi d'ailleurs, hein, de manière générale, dans une formation, ça permet aussi de modifier considérablement sa manière d'apporter du feedback. Et du coup, vous allez voir que vos participants vont ancrer les choses de manière beaucoup plus durable parce que ça provient d'une remise en question de leurs croyances. OK? Ça vous parle? Ouais? OK, voilà. Donc, globalement, quel est l'intérêt de cet outil? Voilà, dans ces trois spectres. Voilà, c'est un, la capacité à donner des feedbacks qui sont beaucoup plus impactants. Deux, dans l'accompagnement de collectif, amener les gens à comprendre ce qui se joue dans la relation et du coup, comment agir pour qu'en effet, cette relation se passe le mieux possible. Trois, dans la partie recrutement, c'est en effet avoir une meilleure visibilité sur qui est le candidat et surtout favoriser son intégration. Et quatre, dans le domaine du coaching, c'est en effet être en capacité de mener des opérations de coaching très opérationnelles avec un nombre limité de sessions et donc être capable de répondre en fait à l'attente de votre client, c'est-à-dire l'entreprise en question. OK? Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'intérêt de cet outil. Alors après, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur pourquoi le disque et pas le MBTI ou c'est quoi la différence, etc., etc. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais savoir si vous avez d'autres questions qui émergent voilà, de ce que je viens de vous dire. Allez-y, vous avez le droit aussi de prendre la parole, hein, au passage. Allez-y, allez-y, profitez. S'il n'y a pas de questions, Eric, moi, ce que je te propose, c'est... Ah, tiens, il y a un chat qui passe chez Lucie. Voilà, vu. Présenter rapidement de quoi on parle, de quoi Marston parle, Oui. peut-être, histoire de parler un peu du disque. Et puis, ça permettra, c'est très clair sur les intérêts. Merci Aphrodita. Ça permettra derrière de rebondir sur les autres modèles, puisqu'on n'est pas les seuls à proposer des outils. Et après, on est fan de ce qu'on propose, donc forcément, on aime bien ce genre de choses. Hop là, ah, mince. Euh, Avec cette nouvelle mise en page de Zoom, on va y arriver. Très bien. Et je vais vous partager un petit document, histoire de voir de quoi on parle. J'aime bien souvent, moi, démarrer en disant, euh, quand vous parlez de personnalité, souvent, l'abus de langage, c'est personnalité égale comportement. Moi, quand on me demande de dessiner un bonhomme dans mon métier, j'ai plutôt tendance à faire les trois cercles concentriques. Je pense que vous avez cette image bien en tête, hein, de trois cercles avec pourquoi j'agis, trois questions derrière, pourquoi j'agis, quelles sont mes forces, mes motivations, avec quoi j'agis, quels sont mes talents, mes aptitudes, et puis comment j'agis, comment je vais me comporter. Marston, le disque, c'est juste la partie comment. Alors, chez Assessment 24/7, on a associé par principe et de façon par défaut les forces motrices à cette analyse. C'est ce que vous avez vu dans votre profil, qui fait un petit peu de page, hein, pour associer le comment et le pourquoi et donner un petit peu plus de profondeur là-dedans. Je rajouterais même à ces trois cercles un espèce de nuage qui tourne autour avec les émotions. Parce que tant que je m'intéresse pas non plus à comment je repère les émotions qui m'animent, je les identifie, je les régule, je repère les émotions des autres, et ben j'ai pas une vraie visibilité sur la personnalité de la personne que j'ai en face de moi. Donc, rappelez-vous de ça pour vous dire, c'est pas la réponse à tout, c'est la réponse à plein de choses, mais surtout la réponse à comment, au travers du disque. Et donc, je vais vous proposer une petite présentation des travaux de Marston, rapide, hein, parce que c'est le sujet de la certification. Donc, je ne vais pas vous faire une certification en 1 heure, mais ceci dit, j'avais préparé ma slide et elle a disparu. La revoici. La voilà. À partir de la diapositive actuelle. Non. Hop, ça n'a pas fonctionné, mais il y a toujours un plan B.
Marston, psychologue américain, et en fait, ses travaux, la base de ses travaux et la base du disque, c'est je souhaite déterminer les préférences comportementales des personnes autour de moi par l'observation. Et derrière, il en a établi une théorie qu'il va détailler dans un livre qui sort en 1928, Les émotions des gens normaux. Suite à ce travail, il continue et il invente quelques années plus tard le détecteur de mensonges. Voilà, pour la petite histoire de William Moulton Marston. Deux axes quand il réfléchit à ça. Ma perception de l'environnement, est-ce que l'environnement est hostile ou favorable? Est-ce que je le perçois comme hostile ou comme favorable? Je prends toujours le même exemple, mais j'arrive à l'aéroport, à Valencia par exemple, et mon avion a 2 heures de retard. Je perçois l'environnement comme hostile, je vais essayer de me faire reporter sur un autre vol, de prendre une voiture. Si je perçois l'environnement comme favorable, j'en profiterai pour appeler 3 personnes, finir un livre, et puis je partirai quand je partirai. Et de l'autre côté, sur l'axe horizontal, est-ce que je suis plus fort que l'environnement, ce qui sous-entend je suis plutôt proactif, donc j'ai tendance à agir en première intention. On peut parler d'extraversion, hein, éventuellement. De l'autre côté, l'environnement est plus fort que moi, donc ce qui m'amène à prendre le temps d'observer, réfléchir, donc plutôt réactif, et donc introversion si on parle avec des termes qui peuvent vous évoquer des choses. Donc ça va donner 4 grands types de comportements, d'où la première réaction, Alexandre qui se rapproche de l'écran, qui est de mettre les gens dans des cases, mais on ne va pas mettre les gens dans des cases, justement, puisque chaque dimension va traiter d'une problématique différente. Si je perçois l'environnement comme hostile et que je suis plutôt dans l'action, mathématique, c'est comment je relève les défis. Que ma dimension, que l'intensité de cette force soit élevée ou basse, je vais relever des défis d'une façon différente. Je ne serai jamais en échec, simplement je vais avoir une approche différente. Deuxième, et donc ça, c'est la dimension de la dominance. D comme dominance, couleur associée rouge, on parle parfois du langage des couleurs, et vous devrez vous battre contre le je suis rouge, jaune, vert, bleu. Et pour ça, on a toute une palette d'arguments à vous proposer derrière. J'ai eu un coach récemment qui est venu en certification qui m'a dit, moi je viens parce que en fait, pour gagner des appels d'offres en coaching, il faut être certifié disque, machin, etc. Et à la fin des 3 jours, il m'a dit, bah, finalement, tu m'as un peu bouleversé parce que ce que je pensais, c'est bien au-delà de ça et ça va beaucoup plus loin. Donc, on démarrera par ça, mais bien sûr, on va aller beaucoup plus loin avec les déclinaisons dont je vais vous parler tout à l'heure. Jaune influence, le côté j'agis et je perçois l'environnement comme favorable, plutôt optimiste. Je suis dans la relation avec les autres et donc j'essaie de persuader, de convaincre les personnes qui sont autour de moi. Troisième dimension, je perçois l'environnement comme favorable et j'observe. Ben là, je suis plutôt à l'écoute des personnes. Je vais essayer de comprendre quels sont leurs besoins, de leur être utile, dans l'objectif de préserver l'harmonie, le consensus, d'avoir des éléments et un environnement qui soit stable autour de moi, ce qui me permettra de favoriser cette harmonie. Et puis, quatrième dimension, je perçois l'environnement comme hostile et j'observe, encore une fois. Et là, c'est plutôt, j'ai besoin d'un cadre dans lequel j'ai mes repères, mes latitudes, et à partir de là, petit A, petit B, petit C, je vais mettre en place des procédures pour sécuriser le résultat, mettre du process en place, aller chercher le détail, et on va parler de conformité avec la couleur bleue associée. Donc, dominance, influence, stabilité, conformité, DISC. Le nom du modèle est lié à ces 4 initiales qui sont les mêmes en américain, en fait, donc ça tombe bien. Hein, pour une fois, on n'a pas eu de souci de traduction. Disque, c'est universel, et en tout cas, ça marche aussi bien en anglais qu'en français. Donc, bien sûr, on va regarder l'intensité de chacune des dimensions dans ce profil pour aller regarder, en fait, ce qui se passe dans mes profils. Et donc, vous allez avoir ce type de graphique avec mon style naturel, mon style adapté. Style naturel, qui est le style le plus présent, le plus stable dans le temps, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il peut évoluer et plus on s'intéresse à soi, plus ça évolue. Et le style adapté, qui est la stratégie que je mets en place par rapport à une situation. Donc, quand vous allez être avec votre coaché, vous allez à la fois avoir l'adapté, qui est la façon dont il se comporte avec vous par rapport à la situation, le coaching,
mais aussi aller chercher le naturel qui est le plus intéressant pour travailler, parce que c'est là que la personne est le plus souvent, et peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas envie de montrer de prime abord, et ça nous permettra d'avoir des éléments pour le questionner, la questionner, et creuser un peu le sujet. Euh, Tu me dis si je vais trop loin dans ce que je raconte. Je vais arrêter le partage pour aller un peu plus loin. Non, non, c'est bien. Vas-y. Ça va. Et en fait, l'idée, je vais juste montrer une slide supplémentaire si tu es OK. Euh, Parce que je suis gourmand, tu le sais bien. Et, c'est de se dire qu'en fait, au-delà de ça, et pour sortir de ces 4 cases, on va regarder et analyser de façon très précise l'intensité relative de chaque dimension par rapport aux 3 autres pour arriver à un diagramme magnifique qui est celui-ci. Hop, je vais pouvoir le repartager et sortir des cases et aller chercher avec une loupe un petit peu plus de granulométrie. Voilà. Et là où on passe du temps à échanger avec la personne, c'est vraiment autour de ce type de graphique où là, on va représenter le style naturel et le style adapté sur le même graphique et non plus avec 4 points de couleur, mais 12 points, 6 binômes de points en réalité, qui vont ensemble et qui vont me donner une granulométrie un peu plus précise et regarder ce qui est en confort, là où je fais des efforts, là où je mets des talents présents naturellement de côté en termes de comportement, parce que j'ai une croyance qui fait que j'essaie de changer, de m'adapter à une situation. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas? Ben là, c'est votre boulot de coach d'aller creuser un peu autour de ça et puis de travailler cette dimension-là. Donc, façon très, très synthétique, hein, encore une fois, c'est parce qu'on passe 2 jours là-dessus, sur ces différents éléments, mais voilà ce qu'on travaille et voilà comment on va utiliser les rapports que vous avez entre vos mains pour ceux qui y ont répondu. Je te repasse la main, Eric, après ce petit apport. Là aussi, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que En fait, ça me fait penser à une des questions. Je rebondis sur une des questions qui a été posée tout à l'heure. C'était finalement les termes du questionnement étaient plutôt orientés pro. Mais au final, de ce que tu m'expliques, de ce que tu nous as présenté, c'est que c'est quand même largement ouvert sur l'humain de sa manière générale. Donc, bien sûr, tout à fait, Alexandre, merci. En fait, dans ma pratique, mais dans la pratique d'Eric aussi, et vous verrez dans la vôtre derrière, il y a 2 façons de faire. Bien sûr, il y a un rapport conséquent, 40 pages, qui aborde des choses. Il y a plein de pages qui sont là plus du côté pro, peut-être. Alors, c'est une vision comme ça en première lecture, hein, mais la majeure partie du temps, je la passe sur les diagrammes, moi, en fait, à échanger avec la personne et je la laisse lire le rapport plus en autonomie avec un petit travail à faire pour la session suivante. Mais à partir du moment où on est dans l'échange et où on questionne, on peut passer du pro au perso, du perso au pro, sans aucun problème, quelle que soit la problématique de la personne qu'on accompagne. On a en effet des coachs de vie qui utilisent le disque, donc du coup, Ouais. pour le coup, on vient sur des sujets sur des sujets perso. Euh, pour renforcer ça, et du coup, c'est moi qui vais partager rapidement. Tac, voilà. Pour Ouais. vous amener à comprendre qu'on sort finalement des cases et qu'on arrête de parler de. En fait, dire t'es rouge, t'es vert, t'es bleu, ça ne veut rien dire. En fait, très, très honnêtement, euh, ça a pas beaucoup de sens, en fait. Ce qu'on va évaluer à travers mes rapports entre mes différentes préférences comportementales, c'est plutôt quelle est ici, en fait, finalement, entre l'affirmation de soi et la sociabilité et la persuasion, c'est-à-dire, en fait, quel est mon mode de coopération. Ce qu'on va évaluer, c'est quel est mon rapport aux règles entre l'indépendance et le respect des normes. Ce qu'on va évaluer entre l'enthousiasme et la réflexion, c'est mon rythme. C'est-à-dire, est-ce que je préfère passer par l'action pour arriver à la réflexion ou inversement? Est-ce que je préfère d'abord bien réfléchir à ma solution avant de me mettre en action? Ce qu'on va évaluer entre l'autodétermination, la persévérance et la conciliation, c'est à la fois la manière dont je gère mes objectifs, mais aussi la relation dans le temps.
parce qu'on n'a pas la même échelle de temps et on n'est pas centré de la même manière. Est-ce que je suis plutôt centré sur la relation? Est-ce que je suis plutôt centré sur l'atteinte de mon objectif? Entre conformisme et prudence et assurance, que l'on va évaluer ici, c'est ma tolérance au risque, c'est-à-dire en fait mon rapport à l'échec. Et puis, ce que l'on va évaluer entre exactitude, objectivité et éthique personnelle, c'est le sens de mes décisions, c'est-à-dire quelle est ma façon de prendre une décision qui fait que cette décision a du sens pour moi. C'est-à-dire, globalement, cette décision, est-ce qu'elle a du sens pour moi parce qu'elle est complètement objective, ou est-ce que cette décision, elle a du sens pour moi parce qu'elle est conforme à mon système de valeurs? Ok. Voilà. Donc, en fait, vous allez très vite dépasser le T rouge, T vert, T bleu, et vous allez rentrer dans ces fonctions spécifiques, hein, avec donc 6 fonctions de polarité. Et c'est ce qui nous amène en effet après à avoir, voilà, pardon, paf, voilà, à avoir ici, On peut rentrer trop dans cette le détail vision, après. voilà, Ouais, avoir cette vision beaucoup plus détaillée. OK? Voilà. exactement. Euh, du coup, bah voilà, on va comprendre que quelqu'un qui partage la même dimension principale avec quelqu'un d'autre ne va pas forcément réagir de la même manière compte tenu de ces 3 autres dimensions. OK? Voilà ce que je voulais vous partager à propos de la spécificité de l'outil. Mm. C'est cette partie-là dans laquelle on ne va pas, justement, la plupart du temps, puisque la plupart du temps, on s'arrête à T rouge, T vert, T bleu. Oui. OK? Voilà. Et donc là, Question? vous l'aurez compris, la différence entre MBTI, DISC, Processcom, d'autres, ce sont des théories différentes. La théorie du disque repose sur les travaux de Marston. MBTI, on repose plus sur les travaux de Jung. La Processcom, c'est l'analyse transactionnelle et l'état apparent enfant-adulte. Donc chacun a des clés d'entrée qui sont préférentielles par rapport à mon mode de fonctionnement, mon raisonnement, etc. Je suis plus à l'aise avec un outil qu'avec un autre. Dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est non. Alors, bien sûr, je vais vous dire que le nôtre est meilleur, mais parce que, parce que j'y crois. Mais les autres sont pas mauvais pour autant. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, ça dépend de l'appropriation qu'on se fait de la théorie. Parce qu'au-delà de l'outil, c'est la théorie qui est importante. Derrière la notion de, tiens, est-ce que je me pose la question de, est-ce que je vais plutôt utiliser le MBTI ou le DISC? Alors, ce sont les 2 approches qui ont le plus de points en commun. D'accord? Ce qui est très amusant quand on connaît l'histoire de Marston et de Jung, puisqu'ils se détestaient cordialement, se traitaient de nom d'oiseau. Pour autant, euh, ils ont beaucoup plus de points en commun dans leur recherche que l'on ne pourrait le croire. Bref, l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre. L'intérêt de l'un, c'est notamment quand vous avez besoin d'avoir une approche très opérationnelle. Pourquoi? Parce que le disque se pose, ce sera donc du coup le disque qui sera à choisir, parce que le disque se pose la question de ma relation à l'environnement. OK? Et que du coup, c'est une évaluation très situationnelle. Et c'est très facile de se plonger dans des situations vécues. OK? Donc, c'est assez opérationnel, ça ramène très vite à des situations vécues. Et du coup, on est capable de faire ressortir les émotions qu'on vivait à ce moment-là, les pensées qui nous traversaient à ce moment-là. Et on est capable de comprendre quel lien j'ai fait entre mes émotions et mes pensées et quel scénario ça a déclenché, c'est-à-dire vers quel type de comportement ça m'a invité, ça m'a incité à agir. Enfin, quel type de comportement ça met en place chez moi. Donc, le disque est plutôt un outil très opérationnel de ce côté-là. Si j'ai du temps devant moi, si je suis avec quelqu'un qui est capable de faire une grosse introspection, un truc assez intellectuel, alors peut-être que le MBTI sera la bonne solution pour lui. Mais ça nécessite que j'ai du temps devant moi et que j'ai quelqu'un qui soit capable de rentrer dans cette dimension intellectuelle. PCM, c'est pareil. C'est un très bel outil. Le seul souci du PCM, c'est que c'est quand même un outil assez complexe et que pour le coup, là, ça va être même chose, hein, vous aurez des moments où vous direz, ah tiens, je vois des éléments communs entre PCM et disque. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, vous avez 6 catégories versus 4. Donc, vous avez une façon de catégoriser les comportements qui est différente. OK? Après,
voilà, c'est un outil qui est très joli, mais un peu complexe, notamment pour pouvoir s'en saisir au quotidien dans ses relations, soit en tant que manager avec ses collaborateurs ou dans ses relations en règle générale. Voilà. Donc, le vrai sujet, c'est plutôt de se dire quel est mon enjeu et quel est l'outil qui servira le mieux mon enjeu. Voilà. OK? Tu as levé la main, Michael? Ouais, j'ai levé la main dans le chat. On a un ami qui nous pose une question. J'ai une coachée qui a déjà fait un test disque il y a quelques années. Elle me dit qu'elle est plutôt bleue. Est-ce que c'est quand même intéressant de lui proposer de refaire ce test aujourd'hui? Ouais, j'étais en train de Bah lui oui, répondre. forcément. Mais oui, Forcément, vous êtes avec une approche qui est situationnelle, c'est-à-dire qui est liée à ce que je vis, d'accord, à ma relation au monde. C'est la différence entre Jung et Marston. Marston traite de la relation de l'individu à son environnement, et du coup, qu'est-ce que ça provoque chez lui comme comportement. Jung regarde l'individu dans sa dynamique interne. Bon, voilà, ça c'est la principale différence. Donc forcément, j'ai passé mon disque dans un certain contexte, à une certaine période, et à aujourd'hui, il est fort probable que mon disque ait évolué. C'est-à-dire, en fait, j'ai appris de la vie, j'ai modifié mes croyances, hein, puisqu'en fait, mes comportements sont liés à la manière dont je regarde cet environnement. Donc, vous connaissez le principe de la carte et du territoire. Eh bien, pour le coup, si en effet, ma carte, elle a changé parce que je regarde différemment cet environnement, j'ai des croyances qui ont évolué, forcément, mon profil va évoluer. Et du coup, ça peut faire émerger d'autres problématiques que les problématiques évoquées au préalable. Donc oui, ça vaut le coup. oui. Et puis, au-delà de ça, on ne sait pas avec quel éditeur elle a passé son disque et il y a des algorithmes différents. Chaque éditeur, on vous a parlé d'Assessment 24/7 parce que c'est l'éditeur qu'on a choisi, avec lequel on travaille pour la fiabilité de ces algorithmes. Il y a Marston était brillant, mais il n'a pas protégé ses travaux. C'était pas un businessman. Donc, le disque étant libre de droit, il y a plein d'éditeurs variables qui existent sur le marché. Vous pouvez trouver des tests disques, des tests. C'est pas un Oui, test, hein, mais, voilà. Disques gratuits sur le net. Maintenant, vous allez avoir quelque chose. Il n'y aura pas la différence entre le naturel et l'adapté. Il n'y aura pas les déclinaisons. Il y aura juste une première approche, un premier dégrossi. Donc, bien si on sûr. veut creuser un peu, c'est bien d'utiliser un outil qui soit fiable et qui donne plein d'infos. Voilà, j'ai vu. Merci, Voilà. ami. Donc sachez que voilà, sur le marché, il n'y a pas pléthore non plus d'éditeurs qui soient avec un niveau d'exigence vis-à-vis des algorithmes qui fassent qu'ils ont des résultats extrêmement fiables. Il y en a, en fait, hein. Donc on se compte sur les doigts d'une main. Voilà. Et après, va intervenir, en Yes. fait, dans votre pratique, va intervenir aussi une stratégie qui est un peu plus commerciale, mais il ne faut pas s'en cacher, on vit quand même de notre métier. Et donc, la vraie question, c'est combien je vais acheter l'outil, d'accord? Et combien je peux le revendre aussi. Hein, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, hein, dans la stratégie d'utilisation d'un outil. OK? Avez-vous une version en Différentes langues anglais? disponibles, Eric, hein. Bon, ben, toutes les principales langues européennes sont disponibles. Donc, ça veut dire, bien entendu, anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais, italien, qu'est-ce que j'ai oublié? Portugais. Et puis après, on a des langues un petit fait ici, polonais, ça y est, il existe. Alors, Mm. par contre, il faut qu'on le retravaille, celui-ci. Mais après, il y a des langues un petit peu plus exotiques, telles que le chinois, le japonais. euh, je crois qu'il y a l'arabe, Vietnamien, bien entendu. cambodgien. On devrait pouvoir travailler, je pense. Voilà. Donc, il y a de quoi bosser. Ouais. Et qui plus est, il y a encore plus de langues pour le questionnaire, tout simplement parce que pour être fiable, il est préférable de répondre avec sa langue maternelle. Voilà. Et par contre, vous pouvez très bien répondre dans une langue et avoir le rapport dans une autre langue. C'est tout à fait possible. Imaginez que vous travaillez avec une boîte dont la langue de travail, c'est l'anglais. Eh bien, vous allez proposer aux personnes de répondre dans leur propre langue et ils vont pouvoir obtenir un rapport dans la langue commune de travail du groupe. OK?
La question tout à l'heure qui était posée, c'était quel est le pourcentage d'utilisation de disques en entreprise. Je ne sais pas si on l'a vraiment abordé tout à l'heure. On a C'est glissé difficile à dessus. dire. C'est difficile à dire, mais par contre, je peux te dire que ce que je peux dire, c'est que c'est un outil qui est de plus en plus plébiscité et on a un nombre croissant de gens qui viennent se certifier parce qu'ils ont un client qui leur demande d'être certifié sur Hmm. l'outil. Oui, Voilà. c'est souvent aux appels d'offres aussi, hein. Souvent, on exige, enfin, Ouais. certains appels d'offres Bien sûr. exigent d'avoir le. D'accord. Bien sûr, et comme dans toute profession qui se professionnalise, on demande à un moment donné des preuves de cette professionnalisation. Et la Hmm. certification en est une. Voilà. Mhm. OK. Autre question? Michel, tu veux présenter l'offre? Ouais. Euh, Sauf Je sais s'il y a pas. d'autres questions, mais On va laisser passer les questions, hein. C'est pas... Est-ce que la question comment l'utiliser pour soi, je ne sais plus qui l'a posée, on y a répondu ou est-ce que je pense qu'on y a répondu, mais peut-être que. ben, enfin, l'utiliser pour soi, sous réserve d'être capable d'avoir ce regard objectif quand je vais lire mon propre rapport. Ok, ça va. Après, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour la lecture de rapport, pour la restitution, histoire de venir nous challenger là où on aurait tendance à mettre sous le tapis si ça ne nous arrange pas, si je peux me permettre. Mais moi, je sais que quand j'ai répondu la première fois, il y a des choses sur lesquelles je suis passé un peu vite. Et puis après, je me suis amusé, puisque c'était la consigne, à faire lire quelques pages à mon épouse qui m'a dit, mais attends, non, mais là où tu me dis que c'est pas bon dans le rapport, c'est typiquement toi, sauf que tu veux pas l'admettre. Donc, vous voyez, c'est là, Alexandre, où je dis, bon, l'utiliser pour soi, oui. Se faire débriefer par quelqu'un, encore mieux. Alors, que penses-tu de faire une petite démo de deux, trois questions sur un rapport? On peut très bien ressortir un rapport. Ça rendrait un peu plus dynamique. Hein, Michael? OK. Attends, avant, Michael, dans un monde multiculturel, tient-il compte des variations culturelles? En fait, il faut savoir que on- les questionnaires sont retravaillés. D'accord? C'est-à-dire que le questionnaire français, par exemple, il correspond pas mot pour mot au questionnaire anglais. C'est-à-dire qu'on l'a contextualisé. La même chose sur le rapport. Je dirais les commentaires sont contextualisés avec la culture. Voilà. On a un rapport italien qui est au top de top. Bah, logiquement, pourquoi? Bah, parce qu'il est complètement contextualisé avec la culture italienne. Ouais, mais ça reste, voilà, ça reste très occidental. La vraie question qu'on se pose, parce qu'on travaille beaucoup avec l'Afrique, qui est Mm. sur notre zone d'activité, c'est effectivement de se dire, est-ce que le contexte culturel a une influence ou pas? Et est-ce que lorsque je réponds au questionnaire, voilà, la façon dont je perçois, d'une certaine façon, mon environnement a une influence ou pas? Voilà. Alors, quand moi, je pense que oui, ça a une influence. Maintenant, quand je questionne mon partenaire africain, lui considère qu'il n'y a pas de différence comportementale entre l'Afrique et l'Occident. Donc ça reste un vrai sujet de réflexion. Euh, Mhm. je ne sais pas répondre, fondamentalement. Euh, Je ne sais pas répondre. j'ai eu cette question aujourd'hui même par une coach qui va intervenir auprès d'une boîte qui est multiculturelle. Pour le coup, elle a un groupe avec des Australiens, des Chinois, voilà. Et, euh, et la question qui m'a été posée, c'est comment j'arrive à faire réagir les gens sur les aspects multiculturels à partir du disque. Et en fait, le principe, c'est que je vais pas parler de savoir si on est plus rouge dans un pays ou plus bleu dans un autre. La question, elle est plus de remettre ça par rapport justement à ces fameuses fonctions. Quels sont les uns et les autres culturellement notre rapport à l'échec? Quel est notre rapport à l'autorité? Et donc notre capacité à finalement respecter des règles ou au contraire à outrepasser les règles. Donc c'est plus là-dessus que se posera la question. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai arrêté de penser en thé rouge, thé vert, thé bleu et que j'ai commencé à regarder justement ces fameuses fonctions,
hein, c'est-à-dire mon rapport à l'échec, mon rapport euh, aux règles, ce qui fait sens pour moi quand je prends une décision, ma façon d'aller coopérer avec les uns et les autres, etc., etc. Voilà. Donc, c'est à partir du moment où vous commencez à considérer ça et que vous faites échanger les personnes sur à quel moment ils ressentent par rapport à ces fonctions-là une spécificité dans leur culture. À partir de là, vous allez pouvoir aussi les faire échanger sur le... Tiens, ben pourquoi les Indiens, ils disent toujours oui? C'est vrai, quoi. Ouais, il faudrait bien qu'à un moment donné, ils arrivent à dire non. Ça éviterait les emmerdes. Bien. Mais voilà, c'est à partir de moment, ben, vous faites échanger les gens sur ces fameuses fonctions et vous allez voir que très vite, ça va faire réapparaître. Il y a des chances pour que ça fasse réapparaître des traits culturels. Comment accompagne-t-on un groupe? Bah, au travers d'un rapport d'équipe que tu pourras éditer. Voilà. Pour cela, il faut que chaque personne individuellement ait répondu au questionnaire. Et ensuite, on va agglomérer les résultats pour éditer un rapport d'équipe. Et bien sûr, on ne va pas juste faire la somme des résultats, mais plus accompagner le groupe en fonction de sa problématique. Et donc là, ce serait un peu compliqué de répondre en une phrase sur ça, mais la démarche de l'accompagnement collectif, il va avoir des visuels qui vont permettre de représenter, d'avoir un mapping de l'équipe et de voir quelles sont ses forces, ses limites, ses points forts, etc., etc. Ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas une moyenne, hein. Non, On n'additionne pas et on ne c'est divise pas par d'expérience. le nombre de participants. C'est un positionnement Mm. suivant des comportements qui vont être visibles et qui vont nous permettre de voir si la majorité de l'équipe est en zone de confort ou si elle est en zone d'inconfort, en zone de sur-régime ou en zone de sous-régime, hein, ce qu'on présentait tout à l'heure dans les sous-critères, et surtout de comparer ce positionnement par rapport aux enjeux de l'entreprise, par rapport aux enjeux de l'équipe et de voir s'il y a des cohérences ou des incohérences et sur quoi il va falloir qu'on les accompagne. Voilà, c'est extrêmement puissant, le rapport d'équipe. C'est vraiment quelque chose qui voilà, a beaucoup de valeur ajoutée dans le travail que l'on peut avoir avec nos clients. Tout à fait. Ok, allez, ben, on y va, puisqu'on a maintenant le rapport de Michael. Tu prends un risque, hein, Michael. Pas peur, pas peur, pas peur. Ah, pas peur, Même ah, pas pas peur. peur, même pas peur. Ok, allez, hop, on va partager le profil et voilà, voilà ce qu'on peut interpréter à travers un profil et du coup, ce qu'on va pouvoir questionner. Hop, partager. Est-ce que c'est... Ah, c'est là. Paf, paf, paf. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce profil! Mm. Il est vachement bien le mec. Bon, voilà. Alors, donc déjà, juste pour, pour que vous soyez en terrain un peu plus connu, voilà comment ça se présente au départ. Et du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que... Attendez, je vais juste... parce que ça me gêne, c'est vite. L'environnement n'est pas hostile. Ben non. Voilà. Hop, hop, je vais remonter ça, comme ça c'est bon. J'ai de quoi. Voilà. Donc, hein, ce que ça signifie, c'est ça, hein. D'abord, on va faire une lecture assez globale. Et de cette lecture globale, on va aller de plus en plus après dans une granulométrie plus fine. Donc, en effet, on parlait justement... Ah mince, vous risquez de rien voir. C'est normal. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac. On parlait justement de polarité. Bon, ben là, l'environnement est vu comme étant plutôt favorable, d'accord, ce qui permet l'expression des émotions et la réception de ces mêmes émotions, beaucoup plus que non favorable, hein, ce qui signifie que je suis plus centré sur la relation que sur les tâches, donc dans un premier temps. Deuxième temps, on parlait de rythme. Pour le coup, ici, il y a une légère préférence pour un rythme direct. D'accord? Un rythme rapide, fondé sur une action directe sur les choses en naturel. Maintenant, c'est relativement pondéré, hein, parce que j'ai quand même un vert à 70 et un bleu à 38, donc aussi fort que mon rouge.
Ça, c'est le premier point. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe entre le naturel et l'adapté. Et ce que l'on va voir entre le naturel et l'adapté, eh bien, on parlait d'extraversion, ou plus exactement d'action, de volonté d'agir directement sur les choses. Eh bien, c'est là, on va voir que c'est amplifié en adapté. Là, on a premier jet de questions qui peuvent arriver autour de en quoi c'est important pour toi d'avoir une action directe sur les choses et, euh, et du coup, que se passe-t-il lorsque tu vas aller justement chercher à changer les choses, etc., etc. Voilà. Donc, on va travailler sur cette notion d'action directe et essayer de comprendre en quoi c'est plutôt important d'être très vite centré sur l'action pour la personne. Et puis, on a également, donc là, ici, au-delà de cette confirmation de l'extraversion, de cette action directe sur les choses, on a toujours la permanence de la dimension relationnelle, ok, qui, cette fois-ci, va être légèrement amoindrie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va regarder ici, par la suite, c'est ce rapport ici entre mon rouge et mon vert, qui va avoir une influence sur la manière dont je gère mes objectifs dans le temps et je gère la relation dans le temps. Et on va regarder après mon rapport de mon rouge avec mon jaune et le rapport de mon rouge, tac, pardon, tac, et le rapport de mon rouge avec mon bleu. Okay. Donc ça va induire des modifications dans la manière d'interagir avec les autres ou d'interagir avec l'environnement en règle générale. Ce qui est parlant pour nous, c'est pas de savoir quel est le naturel, quel est l'adapté, c'est le chemin que je fais entre les deux, qui traduit les croyances qui sont les miennes, c'est-à-dire le regard que je porte sur le monde et la façon dont je me sens obligé, entre guillemets, d'agir pour pouvoir répondre aux sollicitations qui me sont faites. Alors, il y a une question, attends, il y a une question, comment expliquer le Ouais. style adapté quasiment identique au style naturel? On Ah, l'explique pas, on va questionner alors, déjà. déjà, un, et puis deux, vous allez voir qu'ici, il y a des inversions dans les priorités. Oui. Et ces inversions dans les priorités, elles marquent un changement de comportement qui va être notoire. C'est-à-dire que là, je vais commencer à appliquer des comportements qui font pas partie de mon style, de mon style naturel. C'est-à-dire, ce sont des comportements que je n'utilise pas sur un plan naturel et que je vais commencer à utiliser de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus nette dans mon style adapté. Donc, c'est là où on va comprendre que l'individu va avoir deux façons de réagir finalement à des situations de stress, entre guillemets. Je veux dire par là, à des nécessités d'adaptation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je ressens le besoin de m'adapter à partir du moment où j'ai le sentiment que je ne peux pas agir comme d'habitude. D'accord? Donc, il y a bien un signal, d'accord? Et ce signal, c'est justement l'émotion que je ressens et juste après, bah, la croyance que je joins à cette émotion. D'accord? C'est ce qui va m'amener à agir de manière spécifique pour répondre à une situation. Hein, Donc là, ici, en l'occurrence, on n'est déjà, pas de ce j'ai profil, mais qu'est-ce que exactement. ça dit, dit Peggy? Ben, ça dit qu'il faut venir en certification pour voir tout ça. Vous allez avoir quand vous avez des profils qui sont très similaires entre naturel et adapté, en règle générale, vous avez plusieurs choses à regarder. La première, ça signifie que dans les comportements les plus nuancés, j'ai le sentiment que mes comportements naturels suffisent à répondre à toutes les situations. Et après, vous aurez des comportements très automatiques qui vont être plutôt le signe de système de défense. Et c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va interroger. Et puis, c'est pour ça l'intérêt de ce graphe-là, au centre, c'est tout à fait au centre, vous allez vous retrouver avec des comportements qui vont marquer soit une forte flexibilité, soit des hésitations possibles. Okay. Donc en fait, ce qu'on vérifie dans un profil, c'est des automatismes. Voilà, pardon, hop, je vais essayer d'enlever ce fond, bien sûr. Voilà. On va regarder des automatismes, ce qui va se retrouver en fait dans cette zone-là très élevée. Okay. Et puis, à côté de ça, on va regarder, bah, forcément, si j'ai des automatismes là, j'ai l'opposé là, hein. Ils se répondent en fait, hein.
hein. Et puis, on va regarder ce que j'ai au centre. Est-ce que finalement, j'ai des fortes flexibilités ou des moments justement d'hésitation? On va regarder tous les points qui vont en effet se retrouver, pardon, schlock, voilà, complètement sur la droite, et auquel cas ça va signifier que je vais accentuer l'utilisation d'un comportement naturel, ce qui peut m'amener à être dans ma propre caricature. Et à ce moment-là, je me rends plus compte qu'en fait, mon action est inadaptée par rapport à l'attente de mon environnement. Je rentre dans ma propre caricature, hein, ce qu'on appelle le côté obscur, en fait, finalement. Et puis, est-ce que finalement, je rentre en sur-régime? Et donc là, c'est la mise en place de comportements non naturels pour répondre à une situation. Et là, c'est lié à la croyance que mes comportements naturels vont être désormais insuffisants. Je ressens un trop grand déséquilibre entre ce que je pense devoir faire et ce que je sais faire, selon moi. Et du coup, je vais chercher à répondre en utilisant des comportements complètement nouveaux. La question d'un sur-régime, elle n'est pas tant est-ce que ça fait mal aux adducteurs? Non, le sujet, elle n'est pas là. Le sujet, il est surtout comment je gère cet effort. Donc, être en sur-régime, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que j'ai conscience que, en fait, naturellement, je n'ai pas la réponse à tout et qu'il faut que je réponde différemment à une situation. Là où on doit surveiller, en fait, le sur-régime, c'est sur la manière dont je gère l'effort. Parce que si c'est un effort temporaire, ça va, c'est tenable. Si c'est un effort permanent, c'est problématique. C'est là où je vais commencer à m'épuiser, en fait. Surtout aussi sur la façon dont c'est vécu par le répondant. Voilà. OK? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va vérifier, en fait, dans un profil, on va vérifier 4 zones. Voilà. Des zones très automatiques. OK? Des zones ici d'accentuation, c'est-à-dire j'amplifie le comportement. Des zones de sur-régime. Donc, si vous avez un sur-régime, vous aurez le sous-régime qui correspond, puisque, en fait, on cherche tous à être tout simplement cohérents dans nos réponses. Je ne peux pas à la fois vouloir appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et puis, on va regarder 4, ici, cette zone de forte flexibilité ou d'hésitation en fonction des situations. Okay. Et donc, toutes les situations, donc tous les questionnements vont être liés à des situations. C'est-à-dire, ici, si je prends la dimension 1 très élevée, plutôt assez élevée d'ailleurs, hein, parce que vous imaginez que à plus de 70% du temps, je réponds avec un degré d'assurance élevé. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai une fréquence d'utilisation de ce comportement assurance qui est quand même assez forte. C'est vrai en naturel et c'est encore vrai en adapté. OK? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, j'ai tendance à me mettre en action sans avoir forcément toutes les cartes en main. L'intérêt, c'est que ça me permet finalement d'improviser avec mon environnement, donc d'avoir une certaine agilité. L'inconvénient, c'est que ça multiplie les facteurs de risque, et notamment d'échec. Okay. Ce qu'on va questionner derrière, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de recourir à ce comportement de manière très fréquente. Je peux vouloir mettre en place un comportement de manière très automatique pour pouvoir, soit me simplifier la vie, donc ça sera un automatisme de confort. 2, m'éviter d'être confronté à une situation difficile que j'ai du mal à gérer. Et donc là, c'est un automatisme de défense. Okay. Et donc, on va questionner pour essayer de comprendre de quel automatisme il s'agit. Il y a des personnes qui sont capables de développer justement ce comportement d'assurance, hein, c'est-à-dire répondre systématiquement oui à toutes les sollicitations, par exemple, parce qu'ils ont une peur sainte de se retrouver en conflit avec les autres. Donc, comme ils ont peur d'être rejetés, eh bien, ils vont systématiquement accepter toutes les sollicitations. Et donc ça, on peut le retrouver à travers le questionnement, justement. J'ai un indice, et je vais le questionner. Attention, je veux dire, c'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis dans l'assurance que j'ai une dépendance relationnelle qui m'amène à vouloir prendre des risques. D'accord? C'est pas toujours ça. Quelquefois, ça peut être
j'ai besoin de me mettre en risque parce que dès que je me mets en risque, je me sens vivant. Donc, ça veut dire que vous allez découvrir quelque chose d'autre derrière. Ok. La peur de ne pas être vivant, justement. Ok. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir des indices qu'on va les questionner. Et on va le questionner avec un certain processus pour amener l'individu, à y visualiser concrètement quelles sont ces situations où je suis capable de prendre des risques, d'accord, où je suis capable d'aller répondre positivement à des tas de sollicitations sans même évaluer finalement le risque que je prends. Donc, à quel moment je peux faire preuve d'un optimisme un peu trop fort, d'accord? Dans ces situations, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est là où je me connecte vraiment à cette situation. Et à partir de là, je suis capable d'aller questionner l'individu sur en quoi c'est important de répondre positivement systématiquement. Et dans le en quoi c'est important d'aller répondre positivement, vous êtes en train de mettre le doigt sur la croyance. Et c'est cette croyance, par la suite, que vous allez faire évaluer, c'est-à-dire quel est l'intérêt de cette croyance, à quel moment elle m'aide et à quel moment elle présente une limite pour moi. Et dans ces situations où ça présente une limite, j'ai envie de vivre quoi à la place? Et à partir de là, vous êtes capable d'emmener l'individu sur OK, si tu veux vivre ça à la place, ça serait quoi pour toi? Une façon simple, rapide, de commencer à aller dans cette direction. Euh, et donc, c'est quoi les premières étapes pour toi? OK? Donc, vous allez comprendre qu'en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Après, dans le débrief, on va utiliser juste du questionnement pour amener l'individu à faire une prise de conscience pour, à un moment donné, décider d'une mise en action. Ouais, ça vous parle? Je suis désolé, je ne vous vois pas tous, hein, Ah bah, tu peux couper, je pense. Il y avait une question sur les tendances comportementales. Pouvez-vous expliquer la lecture de la partie tendances comportementales? Ouais. C'est une autre approche des déclinaisons, hein. On est sur la même démarche, sauf que là, on est passé sur un autre verbatim, une autre approche pratico-pratique et opérationnelle. Et donc, on réécrit ce qu'on a dans les déclinaisons de façon en fait, il y a deux choses dans le rapport. Les déclinaisons, c'est vraiment l'outil du coach pour poser des questions. Et il n'y a rien d'écrit dans le rapport qui va vous aider. Donc, c'est là où la certification est essentielle et l'appropriation de la théorie est essentielle pour pouvoir utiliser les déclinaisons. Et puis après, dans la partie tendance comportementale, on est plus dans, allez, qu'est-ce que tu as envie de travailler, mon mode de communication, ma gestion des priorités, des choses comme ça. Et donc là, il y a un peu de verbatim et on retrouve le lien avec les déclinaisons au travers de ça. On passe d'un Euh, côté d'un côté théorique, questionnement, à un côté opérationnel. ouais. Ce qui est intéressant avec les tendances comportementales, c'est que ça permet, quand vous avez un individu qui a du mal à visualiser les situations dans lesquelles il met en place tel ou tel comportement, eh bien, vous allez pouvoir le contextualiser en utilisant justement ces tendances comportementales. C'est un moyen d'aller contextualiser et donc de rendre un peu plus concret quand la personne a du mal à faire elle-même sa propre démarche. Ok. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse sa propre réflexion, sa propre démarche. Mais quand elle a un peu de mal, ben, vous allez lui proposer un contexte et voir comment elle réagit. Si je veux prendre un exemple, typiquement, on va regarder, tiens, imaginez que j'ai tendance à être très autodéterminé, c'est-à-dire à avoir une volonté d'atteindre très rapidement un objectif, d'accord? Ça peut m'amener à passer en force quelquefois, et que je ne le vois pas, euh, eh bien, vous allez pouvoir interroger ma relation au changement. Donc, c'est là où vous allez vous dire, tiens, mais au fait, qu'est-ce qui t'amène finalement à un moment donné, face au changement, à accepter de prendre moins de précautions, d'être moins prudent et de te lancer plus rapidement dans l'action? Quelles sont ces dernières situations de changement où, en effet, tu as observé le fait que tu étais prêt à lâcher sur ta volonté de prudence pour te mettre plus rapidement dans l'action? Ok. C'est son vert versus son rouge, en fait, hein, qu'on en évalue ici. Avez-vous des Ok. questions? Bon, je pense que Ouais. tu peux arrêter le partage pour qu'on voit les têtes des personnes. Et puis Yes. peut-être passer la main Alors, à Michel s'il est là. Ouais, tu sais, il est toujours là. Michel, Question Ok, complémentaire? on va finir de répondre aux questions. Je sais pas. Ouais. rien. Ah, Fabrice. Bonsoir à tout le monde et merci pour votre présentation. Euh,
Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle, et c'est ce que j'avais envie de partager, c'est que en répondant aux questions, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Non, ouais, Mhm. je m'explique. C'est pas une critique, hein, Ouais, c'est-à-dire ouais, que, ouais, ouais, ça ouais. me semblait tellement difficile parce que, en fait, sur beaucoup de questions, je suis resté un moment, en fait, à essayer d'y répondre, à trouver ce qui faisait sens. Et dans les deux parties, d'ailleurs, que ce soit les préférences, et les préférences peut-être encore plus. À la limite, dans la première partie, on peut hésiter entre un terme et un autre, donc ça allait à peu près. Mais là aussi, c'était un peu complexe. Et à tel point que je me suis dit, mais euh, dans quelle mesure est-ce que finalement ça va être fiable et ça va me parler? Et alors, ce que j'ai trouvé assez cocasse, mais en même temps qui m'a dérangé aussi, c'est que j'ai fait ce test il y a quasiment jour pour jour, il y a 1 an. Mhm. Et alors là, aux surprises, en fait, le résultat est quasiment le même. Alors, ça me dit deux choses. Ça me dit que, quelle que soit la façon que je réponde, alors je me souviens absolument pas des questions, donc du coup, je l'ai fait exactement de manière totalement, comment dire, spontanée, etc. Donc, ça me dit, le truc fonctionne. Mhm. Alors là où ça me dérange un peu plus, c'est que je me dis, merde, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai pas évolué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me déplaisent dans mon profil, et j'aurais bien aimé les voir évoluer. Et alors, quelque part, je me suis dit, ça explique peut-être des choses, en fait. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est juste pour partager un retour sur les interrogations que ça m'a renvoyé, un peu ce que ça m'a renvoyé en termes de, juste pour moi, dans mon coin tout seul, dans mon bureau, les questions que je me suis posées comme ça. Donc voilà, je voulais juste partager ça pour le moment. Merci Fabrice. Alors en plus, c'est vrai que tu l'as passé, mais jour pour jour, hein, quasiment, hein. Ouais, Tu l'as passé la première fois le 11 juin 2023 et la deuxième fois le 10 juin, donc 2024. voilà. Il fallait que je le passe aujourd'hui, puisque la soirée. Je leur ai demandé de le faire demain, mais ils voulaient pas. Donc, Voilà. Ça aurait tout changé. C'est marrant ton partage, Fabrice, parce que de mon côté, j'ai comparé les deux et j'ai quand même des divergences. Donc, tu vois, ça montre quand même que, je te rassure, hein, tu peux évoluer. non, mais c'est parce que toi, t'es instable. C'était instable, c'est pas pareil. Complètement, complètement, complètement. Tu vois, donc en fait, on a le même constat, mais pas pour les mêmes raisons. La question qui est plus à poser, c'est ce que tu t'es reconnu dans le rapport. Enfin, je dirais, c'est Ouais, alors j'ai pas eu le temps de finalement suffisamment aller creuser, mais ouais. la réponse difficile, est-ce que le résultat est voilà. Hmm, ouais. Non, il y a effectivement des choses qui interrogent. Donc, en fait, c'est utile de toute manière parce qu'effectivement, c'est un petit peu, enfin, en fait, c'est le côté positif de ce que certains émettent comme critique, à savoir le sentiment d'être un peu catalogué et donc d'être enfermé dans une réalité. Et en fait, non, parce que en fait, si tout dépend comment tu prends le truc. En fait, si tu le prends comme une photographie et à partir de là, c'est un outil pour travailler sur toi, tout est bon à prendre en fait. Tout est juste, comme diraient certains. Après, effectivement, ce qui est intéressant pour moi, c'est que du coup, je l'ai refait parce que je me suis dit, ah, tiens, je m'étais pas suffisamment investi, donc c'était intéressant comme photographie. Par contre, là, le fait d'avoir une vision dynamique des choses, je me dis, tiens, ça, c'est interpellant, en fait. Parce que, effectivement, le fait que ce soit tellement délicat de choisir les bons termes, et puis a fortiori c'est les fameux listings dans la deuxième partie, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement une sorte déjà de finesse dans la conception du questionnaire. Et après, il y a donc ce côté mise en perspective, en fait, dans le temps. Et alors, effectivement, alors, il y en a qui évoluent comme Michael, pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ça confirme qu'on peut évoluer. Non, mais on peut bouger. Enfin, C'est sûr. Il réagit plus. Si, Michael, on Pas plaisante, on compris, plaisante. parce qu'il n'a pas je vais compris. le faire. Je vais le faire. J'ai pas La vraie compris. question, comme c'est une question qui est liée à ma relation à l'environnement, si en effet il y a des choses qui bougent dans mon environnement, déjà ça va se voir. C'est-à-dire que ma propre adaptation déjà va changer. Donc sur l'aspect adapté, ça va changer. Mais ça peut aussi changer sur l'aspect naturel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je remets en question une priorité, ça peut m'inviter, du coup, à vouloir agir complètement différemment, désormais de manière beaucoup plus, je dirais, stable, c'est-à-dire dans le sens
je décide de changer de priorité. Donc, du coup, durablement, je vais changer aussi d'orientation. Ok. Et ça, typiquement, la période Covid a mis en évidence pas mal de situations de ce genre où les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes, sans activité, donc avec plein de temps pour se poser des tas de bonnes questions. Et ça les a amenés, à un moment donné, pour certains, à se dire, bah, finalement, est-ce que le travail que je fais aujourd'hui, est-ce que l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui me convient, me permet de me développer, ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Mm. Et quand ils ont commencé à dire, bah non, j'ai envie d'autre chose, ça a commencé à faire un travail sur leur propre profil naturel. Donc les choses Mm. ne sont jamais figées dans le temps. Oui. Et alors, l'autre élément, parce que en t'écoutant tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, c'est parce qu'à un moment donné, un peu plus tôt, je ne sais plus qui mentionnait l'histoire de l'ombre, en fait, l'histoire du shadow. Mais alors ça, c'est typiquement du Jung. Mm. Et du coup, les choses ne s'opposent pas en réalité. En fait, tout ça, ce sont des angles de vue. Et puis finalement, c'est par où tu abordes l'individu en fait dans sa complexité, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi le petit moment où vous avez justement listé puis comparé un petit peu l'intérêt des différents modèles parce que ça montre que bon bah en fait c'est pas une question de les opposer, c'est effectivement bah, finalement que ce qu'on cherche et quelle est la porte d'entrée finalement par rapport à ça, quoi. Donc, euh, donc chaque outil a son mérite Mm. en tant que tel. Donc merci encore pour tous les retours. OK. D'autres Autre réactions? question? Questions. Il y a Ah, Bélia qui peut parler. Ouvre ton micro, oui, Bélia. ouvre ton micro. Tu n'y arrives pas. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à lire sur les lèvres, déjà. C'est Ça déjà y pas est. mal. Normalement, c'est bon. Ah, mais il n'y a toujours pas de son. C'est bon. Ah, Ça y Bonsoir à est. tous. ouais, c'est Vraiment bon. désolée de mon retard. J'ai cru que c'était à 20h30. Donc, j'ai raté pas mal de choses. Moi, j'avais envie de vous poser une question presque personnelle. Pourquoi vous avez choisi de vous former et après de former à cet outil plus qu'un autre? Alors déjà, juste pour répondre à ta question, dans le cabinet, on est certifié à plusieurs outils, hein. Ah, On est certifié en ProcessCom, on est certifié en MBTI, on est certifié sur le disque. On a Samy qui fait qui travaille beaucoup la PNL, les neurosciences et les anagrammes. Donc, on a fait un travail sur beaucoup d'outils. Voilà. Après, on distribue un outil, on porte un seul outil qui est celui du disque et sur lequel on fait des certifications pour différentes raisons. D'abord parce que nous aimons le modèle. On le trouve, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est le seul outil qui est à la fois adapté aux profanes et à l'expert. Ce qui n'est pas le cas pour moi du MBTI ou de la ProcessCom, qui sont beaucoup plus des outils d'experts et moins des outils de profanes. Et donc, je dirais que l'outil disque, ben, il nous permet d'aborder, je dirais, beaucoup plus de contexte que, que la ProcessCom ou le MBTI. Voilà. Donc, c'est l'outil qu'on a décidé de porter. Pour autant, il nous arrive de faire des missions où on va utiliser, parce que la culture d'entreprise ou parce que l'entreprise nous demande, d'autres outils que l'on a dans notre palette. Et je pense que c'est très important d'avoir dans sa palette deux ou trois outils à disposition et de faire le choix, un choix qui est son propre choix, la façon dont je suis le plus à l'aise avec l'outil et surtout de se dire aussi mon client ou le contexte dans lequel je vais travailler est peut-être plus adapté à tel ou tel outil. Voilà. Il n'y a pas de. On n'est vraiment pas chez nous, en tous les cas, des apparatchiks de l'outil. C'est-à-dire que je dirais jamais le disque est meilleur que la ProcessCom. Je pourrais dire il est plus adapté à certains contextes. On le retrouve plus souvent dans des contextes d'entreprise. C'est l'outil le plus demandé.
Et c'est l'outil qui, en tous les cas chez nous, a le meilleur rapport qualité-prix. Et en ce sens, on est heureux de le porter. Et on essaie de le porter dans une, vous l'avez vu tout à l'heure, dans une approche qui est vraiment une approche très professionnelle et très peu caricaturale. Et voilà, c'est... Ouais. Moi, je vous pose cette question parce que j'ai vraiment une grande difficulté à trouver en fait un outil qui me parle. Celui-ci me parle beaucoup parce que il y a les couleurs, il est simple d'accès, mais en même temps, simple d'accès, ça veut dire peut-être aussi, je sais pas, hein, je suis profane, je suis en train de me chercher à travers les outils. Euh, j'ai l'impression que dans le contenu et dans l'analyse, dans la façon d'aborder, il est très coloré, ça me parle. Mais après, la finalité, j'ai peur que ça perde un peu de subtilité. C'est ce qu'on expliquait tout à euh, l'heure. on a essayé Ouais, de vous montrer qu'il excusez-moi. pouvait être très fin et Oui, euh, ouais. et avoir beaucoup de complexité. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai souvent, bon, c'est moi qui fais en général le premier lien avec les gens qui veulent se certifier, puisque Oui. je suis souvent en contact avec eux. Je suis toujours amusé quand on me dit c'est un outil simple. Euh, voilà, et je dis toujours aux personnes qui me disent ça, OK, c'est une vision, une façon de le voir. Maintenant, on en parlera à la fin de la certification et on verra quelle est voilà, ta façon d'appréhender l'outil. En général, au sortir de la certification, la plupart des certifiés nous disent waouh, euh, voilà, c'est On très n'est pas largement, simpliste. très largement beaucoup plus complexe, beaucoup plus Ouais. profond, beaucoup plus performant que je ne l'imaginais. Voilà. Mais notre- après, on ne peut pas lutter contre le côté simplificateur qu'ont beaucoup de formateurs, de consultants, de coachs, et voire d'éditeurs vis-à-vis du disque, qui ne parlent que de couleurs. T'es rouge, t'es jaune, t'es vert, t'es bleu. OK, moi, ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire pour nous. Voilà. Je crois que, enfin, si j'avais un conseil à te donner, je te dirais Oui. teste les différents outils, passe-les, euh, lis les comptes rendus, Ouais. euh, fais-toi commenter par les éditeurs ces différents outils et tu trouveras très naturellement celui qui te convient. Mhm. Pour moi, c'est le côté le plus révélateur, je dirais. C'est comment moi je me sens à l'aise avec l'outil quand je lis le compte rendu et quand on me le commente. Voilà. Ouais. Et ce sera, de mon point de vue, très parlant. Mhm. Et à ce moment-là, tu auras fait le bon choix. Et un truc qui est très amusant, c'est que pendant les certifications, il y a un moment donné, on arrive sur un exercice de lecture croisée sur les profils des participants à la certification. Et c'est en fait là où ils ont la révélation. C'est-à-dire que on a travaillé sur des tas de concepts, sur des tas d'aspects très théoriques, et puis on a travaillé après sur le questionnement, etc., etc. Et quand ils commencent à rentrer dans la pratique sur leur propre profil, qu'ils croisent leur regard, c'est là où ils ont des révélations, en disant, ah ouais, ça y est, je comprends. Ça y est, la pièce, elle est tombée. Je comprends ce qui se passe. Je comprends ce que je peux en faire. Je comprends comment je peux le faire avec mes clients. Je vois ce que ça peut m'apporter. Mais une fois de plus, c'est parce ouais, il faut faire l'expérience, en fait. Voilà. Et donc, quand Michel disait, bah, fais-toi débriefer un profil, c'est un moyen de faire son expérience et de pouvoir te projeter sur comment je peux l'utiliser avec mes propres Ouais, bien clients. sûr. Mhm. Voilà, OK. mais tous les grands outils, hein, que ce soit pour moi Disc, que ce soit Processcom, que ce soit MBTI, sont des bons et de très bons outils. Enfin, je veux dire, c'est des outils aboutis. Il y a aucun doute là-dessus. Bah, d'où la difficulté aussi Oui, mais c'est pour ça que je te dis, après, c'est comment moi je me positionne. Moi, il y en a que je préfère à d'autres. Voilà, je déteste le MBTI. Ouais. Je le trouve trop complexe, j'arrive pas à me projeter dans le MBTI. Voilà. J'aime beaucoup la Processcom. Voilà. J'aime beaucoup le disque. Après, mon choix, il vient du fait que
D'abord, il y a un tarif sur la ProcessCom qui est pour moi beaucoup trop élevé et qui fait que ça devient un outil qui est difficilement utilisable je dirais à grande échelle dans les contextes dans lesquels on est. Maintenant, l'un comme l'autre sont des outils que j'aime beaucoup et sur lesquels je me sens très à l'aise. Voilà, donc, et puis moi, je connais des gens qui vont me dire que le MBTI est le meilleur outil du monde. Moi, je ne conteste pas. Je dis c'est OK. C'est OK. Il n'y a aucun problème. Ils ont une façon d'exprimer les choses de façon différente, mais finalement, ils t'amènent au même résultat. La connaissance de soi, le rapport à l'autre, la façon dont tu Le chemin est différent, mais La théorie est différente, mais le chemin ouais, est à peu près le même. le chemin est différent et c'est important, le chemin. Oui, oui, mais encore une fois, Ouais, voilà, pour ouais, trouver ton oui, bien sûr. chemin, fais-toi Oui. une idée toi-même et teste les différents outils. Prends le temps de les lire, prends le temps de te les faire commenter, confronte les résultats euh, auprès de personnes qui te connaissent. Et voilà, ça va devenir tout à fait évident dans ton choix. Merci beaucoup pour votre partage. Merci à toi. Merci pour l'authenticité. Parce que c'est vrai que rien ne vaut l'expérience. Et puis des outils, il y en a quelques-uns. Il y en a un paquet. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Béa. Mais si tu veux être notre cobaye, hein, Béa, hein, volontiers. Ouais, je veux bien. Voilà, ben merci, D'autres merci pour questions cette info. ou c'est bon pour aujourd'hui? J'ai l'impression que pour l'instant, peut-être tu peux dérouler, Michel, Je ne sais pas, est-ce que c'est utile? S'il n'y a pas de questions. c'est toi qui juges. Voilà, juste de vous dire, bon, peut-être très rapidement, de vous dire que euh, dans notre pratique, pour utiliser le DIS, il faut passer une certification. Que la certification dure 3 jours. 2 jours plus 2 jours contigus et une troisième journée qui intervient 3 semaines à 4 semaines après. L'idée des 2 premiers jours, c'est plutôt d'aborder les modèles, hein, à la fois le disque et les forces motrices, d'avoir un travail personnel entre les 2 sessions, et la troisième journée est plutôt une analyse de pratique qui va vous permettre de mettre en œuvre l'ensemble des aspects théoriques que vous avez vus précédemment. Alors, chez nous, la certification, effectivement, est donnée à la fin du troisième jour. Pour autant, on considère que l'accompagnement doit continuer. C'est-à-dire que la prise en main de l'outil, la pratique que vous allez avoir au bout de 3 jours, n'est pas toujours suffisante pour vous permettre d'être tout à fait autonome. Et donc, on a mis en place des analyses de pratique qui durent 1 heure, qui sont en distanciel, qui sont gratuites. Il y en a 2 par semaine et notre communauté se rejoint pour travailler des cas que les coachs et les formateurs amènent et qu'on commente et qu'on partage. Donc, 2 fois par semaine sur des approches qui peuvent être le rapport d'équipe, qui peuvent être la pratique du disque en tant que nouveau certifié ou en tant que certifié expert, la façon dont je peux l'utiliser dans le cadre d'un coaching. Et tout au long de l'année, vous venez autant de fois que vous voulez, en fonction de l'agenda, sur ces analyses de pratique. Et je dirais, c'est là que vous allez prendre la vraie dimension de l'outil et progresser. Voilà. Au-delà de la certification disque et force motrice, qui est celle voilà, que l'on fait le plus, hein, je certifie à peu près 600 personnes par an depuis à peu près 3 ans. On a une certification en intelligence émotionnelle. Euh, et on a mis en place aussi des certifications de niveau 2 pour le disque. Donc, on a ce qu'on appelle un disque exécutif qui intègre un troisième outil euh, qui sont les styles de décision d'Hartmann et qui nous permet d'avoir un outil qui va s'adresser, disque et force motrice, je dirais à l'ensemble des collaborateurs, des managers niveau 1 et niveau 2, et puis de réserver peut-être le disque exécutif pour les exécutifs ou les managers de managers, si on veut aller un petit peu plus loin je dirais, dans la finesse, encore une fois, de l'outil. Puis on a aussi 2 certifications en intelligence émotionnelle,
Une première qui permet de débriefer le profil intelligence émotionnelle, et une deuxième qui sont plutôt des outils d'accompagnement et des process d'accompagnement dans le cadre d'un coaching autour de l'intelligence émotionnelle et des neurosciences. Voilà à peu près les différentes offres que nous avons, avec une gamme d'outils qui est assez large, disques et force motrice, je vous l'ai dit tout à l'heure, intelligence émotionnelle, D360, hein, toute une gamme d'outils qui vont vous permettre voilà, de trouver les différents outils susceptibles de vous permettre d'accompagner soit un individu, soit une équipe. Et Peggy nous demande quel prix se vend le disque en entreprise. C'est très variable. Nous n'imposons pas de prix, donc on trouve à peu près toutes les pratiques. Ceux qui l'intègrent dans leur tarif du coaching ou qui considèrent que bon, il n'y a pas de nécessité à faire de marge. Ceux qui sont capables de le vendre 150, 200 ou 300 euros le profil. Voilà, notre préconisation, c'est plutôt de dire qu'un profil, ça se vend aux alentours de 90 euros, plutôt le tarif moyen sur lequel notre communauté travaille. Mais voilà, certains moins, certains pratiquent des tarifs plus élevés. En tous les cas, 90 euros, ça me paraît un tarif tout à fait raisonnable. Voilà, et quand on le vend 90 euros, combien on l'achète? On vend en fait nos profils par pack. Donc, on vous propose des packs 3, 5, 10, 25, 50, 100, 300 profils. Pour un pack 3 profils, vous allez payer 55 euros hors taxe le profil. Pour un pack 10, vous allez le payer 45. Pour un pack 25, 40. Pour un pack 100, 30 euros. Et pour un pack 300, 25 euros hors taxe pour un profil disque et force motrice. Voilà. C'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Par rapport aux différents disques que l'on peut trouver sur le marché. Et on parlait tout à l'heure de Processcom, c'est beaucoup moins cher que la Processcom. Donc, ça se vend d'une certaine façon beaucoup plus facilement. Ça s'intègre beaucoup plus facilement dans les programmes que l'on peut déployer. Ok. C'est juste, et on est bien d'accord, hein, ici, c'est juste la passation du questionnaire. Après, sur le débriefing, vous allez facturer votre heure de coaching, hein, tout simplement. Ou votre tarif de journée de formation. Voilà, tarif formule. On parlait de profil d'équipe, hein, comme les profils d'équipe sont gratuits, dans la mesure où les personnes ont déjà payé leur profil individuel. Donc, quand vous agrégez l'ensemble des profils individuels, vous pouvez faire des profils d'équipe. Et en tous les cas, nous, on ne les vend pas à nos partenaires. Après, certains de nos partenaires les vendent peut-être à leurs clients, je ne sais pas. Mais voilà. En tous les cas, pour les certifiés, ils ne payent que les profils individuels. Céline avait une question, elle fait preuve d'une grande patience. C'est mon deuxième prénom, Patience. Ah, c'est pour ça. Alors, on va t'appeler Patience. Ouais, C'est c'est très ça. joli. Et oui, alors j'avais sur deux points, mais du coup, vous avez répondu un petit peu. C'était savoir concrètement, effectivement, comment ça se passait pour l'utiliser. Donc là, pour ma part, plus spécifiquement, ben, déjà, merci pour la soirée. Merci pour ce que vous nous avez offert. Je trouvais, moi, justement, ce profil, parce que moi, je l'avais croisé vraiment en entreprise, mais c'était resté très vraiment superficiel. Donc, j'ai découvert un petit peu plutôt finalement la subtilité. En plus, ben, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient parce que pour le transformer de manière concrète, pouvoir faire des liens, savoir exactement ce qui apparaissait dans le profil, ce que ça donnait concrètement, soit ou effectivement dans son environnement. Donc déjà d'avoir eu votre analyse, c'était plus intéressant, mais ça laisse, moi, je trouve, encore plus de questions. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir par la suite comment on doit procéder pour avoir votre suivi, en tout cas le commentaire, l'accompagnement là-dessus. Si vous proposez déjà juste déjà le commentaire et si ça prenait plusieurs séances ou pas, ou si vous proposez aussi carrément un coaching qui peut être fondé dessus.
Et donc, déjà, si vous pouvez répondre sur ça. Et après, je me demandais, du coup, ce profil donc, qu'on a obtenu, si vous ne faites pas le coaching, mais je suppose que vous le faites aussi, si on peut se tourner vers un coach qui a été certifié pour Oui. effectivement. Parce que j'en connais un qui m'intéressait pour une autre. Il a modélisé autre chose, mais j'ai vu qu'il était formateur, même disque, mais je ne sais pas du tout par qui il a été certifié. Alors, enfin, notre positionnement, c'est de faire des certifications et d'accompagner nos certifiés. Voilà. Donc, le premier axe pour rentrer, je dirais, c'est la certification qui dure 3 jours. Hein. Vous l'avez vu, le profil, pour prendre toute son ampleur a besoin voilà, d'être maîtrisé. Donc, la certification sert à ça. Et après la certification, effectivement, on offre à notre communauté beaucoup de choses que sont des analyses de pratique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des masterclass qui permettent de spécialiser dans un domaine. euh, que ce soit la vente, le management, le coaching, c'est-à-dire qu'on va avoir des masterclass qui vont permettre voilà, d'aller plus loin, je dirais, dans une thématique. Et après, on fait de la supervision, c'est-à-dire qu'on accompagne effectivement nos certifiés plutôt sur comment les aider à mettre en place, je dirais, une mission ou les aider, je dirais, à lire un profil de leurs clients qu'ils auraient du mal à interpréter. Voilà. Mais on n'est pas enfin, moi, je ne suis pas là pour vous faire concurrence. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas dans des coachings. Des gens passeraient le disque et on ferait des coachings individuels. Ça, c'est le travail, je dirais, de la communauté. Et ce n'est pas le nôtre. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais ce n'est pas vraiment notre activité. Donc, te fournir et te donner des coachs qui sont susceptibles de te le débriefer et d'accompagner. Oui, on a 2000 certifiés, je peux t'en donner quand tu veux. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Je veux bien, merci. Mais Voilà. bon, je voulais quand même savoir, vu que on l'a obtenu gratuitement, c'était un beau cadeau, donc je voulais être sûre de la Voilà. démarche. L'idée, c'est de vous le faire découvrir et voilà, c'est de vous amener effectivement en certification. Alors, j'ai vu qu'on posait la question du prix de la certification. Alors, la certification en tarif standard, je dirais, du marché que nous proposons, elle est de 1 250 € hors taxe pour les 3 jours. Et on a, dans le cadre de notre partenariat, une tarification qui est à 950 €. 950, hein, 950 €, ouais. Merci. 950 € hors taxe pour toutes les personnes Du coaching. de B-Coaching qui souhaitent effectivement se certifier. Voilà, c'est le partenariat que nous avons ensemble. D'ailleurs, merci. Alors, tu anticipes un peu, voilà, parce que j'allais en parler à la fin, mais merci beaucoup pour voilà, cette générosité de ce partenariat-là, parce que c'est vrai que c'est voilà, un échange que on est les seuls à avoir, et on te remercie de cette confiance, Michel, et ton équipe. Parfait. Voilà. Donc, venez nombreux. Voilà. Bon, par rapport aux certifications que vous trouvez sur le marché, très sincèrement, c'est Clair. extrêmement compétitif. Clair. Extrêmement. C'est 300 jours, 300 € la journée, quoi, à peu près sur 3 jours, plus après un accompagnement à vie, quasiment, si on le souhaite. Voilà. Et donc, pour Distanciel répondre ou à présentiel. cette autre question, nous avons dans notre planification des certifications en présentiel, d'autres en distanciel. Hein, on fait à peu près 4 à 5 certifications par mois. Donc, on essaye d'alterner distanciel, présentiel et on en fait aussi directement en région, puisque Rémi certifie principalement à Nantes, mais il fait aussi des certifications, et Eric aussi à Lyon. On en a une à Marseille à la rentrée. On fait Toulouse, Paris, bien sûr. Bordeaux, on fait Lille. Voilà, on en a forcément beaucoup moins que sur Paris, mais on essaye au moins d'avoir 1 à 2 certifications par région tous les trimestres. Venez en Bretagne. Pas tout de suite.
C'est pas Voilà. vous. Et ce sont des groupes, hein, pour vous situer, à peu près 8 personnes, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et en Suisse? Faut On venir à a Lyon. fait, on a fait Genève, on a dû en faire une cette année. Voilà, si on a le monde, nous on va, enfin, en fait, on va partout. Si vous pouvez nous organiser des séquences où vous pouvez amener Même prix, Fabrice. des coachs, il n'y a pas de problème, hein. Euh, voilà, nous on va à peu près partout. C'est pas le souci. Le vrai souci, c'est de remplir des sessions. Euh, voilà, parfois c'est un petit peu plus complexe. Donc, parce À qu'on n'a pas 6, c'est nécessairement, agréable. voilà, Parce on n'a qu'on pas, peut échanger et c'est sympa. Donc, ouais, même prix en distanciel qu'en présentiel. oui, c'est la Oui, même tout à chose. fait. Ce sera même, si j'avais le choix, même, je dirais, ça devrait être plus cher en distanciel qu'en présentiel. C'est beaucoup plus complexe d'une certaine façon, Hmm. beaucoup plus fatigant. Moi, j'avais une dernière question, enfin, ou peut-être pas une dernière, mais une question par rapport à une toute première de Marion qui anime un atelier disque en septembre. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Marion? Bonjour à tous. Bah, c'est plus clair. Après, je me pose la question de la maturité des managers chez moi, clairement. En fait, je travaille à la région Normandie, donc dans une administration. Il y a beaucoup de volonté d'administration du collectif, voilà, avec des animations de cohésion. Il y a beaucoup de volonté d'essayer de comprendre, mais c'est toute la difficulté entre comprendre pour les amener à ce que je veux moi, ou comprendre comment je travaille moi pour essayer de faire en sorte d'avoir une cohésion dans mon équipe. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus clair par rapport à ce qu'est le disque. Clairement, moi, je ne connaissais pas plus que ça. J'avais vu une pauvre vidéo sur Internet, donc voilà. Maintenant, ma grosse question, c'est de me dire, ça serait à moi, quelque part, de me certifier en interne pour pouvoir, après, éventuellement, voir avec mes collaborateurs, managers, pour pouvoir leur transmettre. Alors, pas ce qu'on s'est dit là, en fait, hein, clairement. C'est-à-dire que, de toute façon, ça serait qu'une vue très rapide de ce que peut être le disque pour que eux éventuellement puissent derrière faire la démarche de comprendre mieux ce que ça va chercher chez eux en fait. Oui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une certification pour ça. Non, c'est Je pense possible. que, enfin, de mon point de vue, il vaut mieux prendre un extérieur certifié, c'est-à-dire qui va t'accompagner. Voilà, sachant que on travaille nous beaucoup avec la DITP. Ouais. Voilà, donc, Je travaille aussi avec la région Pays de Loire. on a formé une quarantaine de coachs de la DTP. On est beaucoup aujourd'hui, effectivement, sur les ministères. Donc, dans le cadre de la DTP, il y a des gens formés à certifier. Donc, Après, moi, c'est là où je me pose la question, c'est-à-dire que moi, j'ai une certification de coaching aussi, donc je me dis dans quel cadre je le fais pour moi avant tout, et oui, après, je le bien sûr. propose dans le cadre de la collectivité, et voilà, à voir si d'ailleurs ça peut passer par le CPF, par exemple, ou tant qu'à faire, hein, autant que je prenne aussi pour moi. Voilà, ou effectivement, soit on passe par une prestation extérieure, soit je fais une rétrospective très rapide de ce qu'est le disque pour qu'ils puissent avoir des premières billes en fait par rapport à ça. Une meilleure compréhension de ce que c'est comme outil en fait à Non, mais utiliser. le fait que tu sois coach, moi, ça a du sens. Voilà. Après, la vraie question, c'est toujours de savoir si, par rapport à Je ne sa suis pas propre coach au sein de équipe. la collectivité, donc c'est ça Oui, aussi. oui. Voilà, Oui, oui. entre les missions que j'exerce au sein de la région et la certification du coaching, il y a des fois un gap. Donc c'est pour ça aussi. Hmm. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cette présentation parce que c'est effectivement beaucoup plus clair. Et d'autant, je suis assez, enfin, pas méfiante avec les outils, mais c'est pas toujours facile à utiliser. Et voilà. Et j'ai bien compris la différence entre certains outils et notamment le fait qu'ils soient très situationnels, celui-ci. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Merci. Merci. Eh bien, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière question peut-être, non? Eh bien, si on a fait le tour. Mika? Ah ben, j'ai pas de questions. Merci pour cette clarté. J'espère que de vous avoir montré un petit peu sur un profil, ben, ça vous donne un goût un petit peu plus précis de cet outil qui est, voilà, qui est très demandé sur les appels d'offres. Donc, toutes celles et ceux qui veulent se positionner sur les entreprises, ben, des fois, ça peut être vraiment un incontournable pour pouvoir valoriser sur vos compétences complémentaires à ce que vous avez en coaching.
Passez par l'expérience, comme vous le disait Michel, hein, testez les outils, faites-vous, et puis laissez parler l'outil qui correspond le mieux à votre couleur de coaching aussi, ça c'est important. Et en tout cas, ben, un grand merci à Michel, Rémi et Eric pour le temps que vous nous avez accordé, pour cette belle soirée qui nous a donné une belle mise en couleur, je dirais, pour tout ça, et à très Merci à bientôt vous. pour celles. Alors, juste pour répondre à une dernière question Oui. qui est tombée sur les téléscripteurs. Voilà, si vous avez besoin si vous avez d'autres questions qui arrivent après, adressez-vous directement à Michel, c'est le plus disponible de nous trois. C'est celui qui glande le plus, donc Voilà, c'est je ça. m'occupe des En vrai, journées, c'est pour ça que c'est le chef, hein. voilà. Donc, comme je m'ennuie beaucoup, appelez-moi. J'aurai l'impression d'avoir des copains. Et je vous garantis qu'il répond tout le temps. C'est vrai. Voilà, donc, Alexandre, voilà, on fait confiance Merci à vous. pour transmettre les coordonnées de Michel. On partagera ça. Ok, ben, bonne soirée à tous et puis merci. Et puis peut-être à bientôt. À très bientôt. Merci, Merci à beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Merci, bonne soirée.